Bonjour tout le monde, Carlo Coccaro avec vous et bienvenue à cette semaine à l'école. Aujourd'hui, avec Égide Royer, on regarde en face une question qu'on se pose pas assez souvent, ou en tout cas qu'on devrait se poser au moins une fois par année. Est-ce qu'on prépare vraiment assez bien nos enseignantes et nos enseignants à la classe québécoise de 2026? Et tout de suite après, une entrevue avec Christophe Allaire-Sévigny, sociologue et professeur de cégep, auteur du livre best-seller Séparés mais égaux. Lui, il voit au cégep le résultat final d'un système qui trie les élèves dès le primaire et le secondaire. Mais sans plus attendre, allons retrouver Égide pour le bulletin de nouvelles. Notre entrevue de la semaine vous est présentée par WordQ, le logiciel de référence qui aide les élèves à surmonter les difficultés d'écriture avec sa prédiction de mots et sa lecture à voix haute. Découvrez WordQ sur nureka.ca. Égide Royer, bonjour, merci d'être là. Bonjour Carlo, comment ça va? Ça va très bien. Égide, quoi de neuf cette semaine de ton côté? Quoi de neuf même ce matin, là, je suis levé très tôt ce matin, j'étais avec Paul Arcan, donc une entrevue à Choix FM 98.1, c'est ça, et sur toute la question de la réussite des garçons, de la situation des garçons à l'école présentement. Donc Paul Arcan prépare une série de 6 émission, ça va être passé à Télé-Québec, sur cette question-là. Donc, il va aller en profondeur sur un peu ce que Marois Risky avait commencé à faire. Là. Ouais. Gabriel Nadeau-Dubois aussi en a parlé récemment dans son livre. En a parlé aussi. Donc, très intéressant. On sent qu'après toutes ces années, le sujet devient moins radioactif et ça avance. Mais il y a encore du tabou. Je le vois des fois dans les commentaires ou dans certains commentaires à des articles sur « Oui, mais parlons des filles ». Puis c'est pas parce qu'on parle de la réussite des garçons qu'on peut pas parler de la réussite des filles. C'est deux sujets qui sont très, très complémentaires. Oh, il y avait un commentateur de football qui parlait à l'époque de crampe mentale. Donc, aussitôt que tu abordes cette question-là de garçons, tu as toujours... Mais les filles aussi, et c'est vu comme étant quelque chose qu'on enlèverait à quelqu'un d'autre, alors que c'est pas ça du tout. Donc, ça avance lentement, mais il y a des lobbies, il y a une rigidité de la pensée par rapport à cette situation-là qui est tout à fait fascinante. Une nouvelle, moi, qui a attiré mon attention, Égide, énormément, puis ça me préoccupe beaucoup, les deux nouvelles que je vais partager aujourd'hui. La première, c'est un article de Radio-Canada de Fanny Bussière-McNichol du 21 mai dernier. Former vite est politiquement séduisant, mais éducativement risqué. Puis c'est deux études scientifiques qui ont été publiées le même jour, qui ont fait un recensement de plus de 150 écrits scientifiques, qui disent en fait que les voies rapides pour devenir enseignant ou enseignante, donc les qualifications rapides là, qui ont été ajoutées, je pense qu'il y a 25 parcours au Québec là, qui ont été rajoutés, sont séduisants, mais pourraient plutôt aggraver la pénurie. Parce que comme la formation n'est pas à la hauteur des défis, elle est trop raccourcie, mais dans les faits, c'est des gens qui resteront pas nécessairement sur le marché du travail comme enseignants et enseignantes. Donc, on patch, mais les études montrent que l'impact sera pas durable à moyen et long terme. Je trouve pas ça très, très surprenant comme nouvelle. Non, pas de surprenant. J'ai vu, moi, dans la région de l'Outaouais, quelqu'un qui avait une 5e secondaire qui enseignait l'anglais dans une petite commission scolaire il y a quelques années quand je suis passé. Il n'avait pas de prof d'anglais. J'ai dit quoi, j'enlève l'anglais ou je fais quoi? Donc, il y a des passages obligés, mais il y a une manière de le faire quand on est obligé de faire ça qui améliore la situation. Deuxième nouvelle, ça aussi, ça m'interpelle énormément. Moi, j'ai 3 garçons ados, donc je suis quand même inquiet, comme tout parent, de leur futur puis de comment ils vont entrer sur le marché du travail. Je jumelle 2 nouvelles, une de Radio-Canada de Sandrine Côté du 21 mai dernier et une du Journal de Montréal de Yannick Baudouin du 22 mai. Donc, c'est le ministre de l'Emploi, Jean-François Simard, qui a annoncé jeudi le programme Un premier emploi pour toi. C'est 10 millions de dollars pour 5000 jeunes et ça, c'est une subvention à l'employeur, en fait, pour rembourser jusqu'à la moitié du salaire pour les 16 premières semaines à l'emploi pour les diplômés entre avril 2025 et décembre 2026, dans un contexte où le taux de chômage chez les jeunes est de 9,9 %, alors que pour le reste de la population est de 5,6 %, et dans un contexte où l'Institut du Québec dit que c'est au moins 18 % de la main-d'œuvre québécoise qui est vulnérable à l'intelligence artificielle. Donc, je salue l'effort gouvernemental de dire on va aider nos jeunes à se trouver un emploi. Évidemment, ça aussi, c'est un peu un diachylon, un plaster sur une situation macro qui dépasse une simple subvention de 10 millions. Et je pense que ça montre à quel point le marché de l'emploi pour les jeunes qui vont graduer dans les prochaines années va être extrêmement difficile et instable. Oui, tu as tout à fait raison. Et dans ce cas-là, il faudra être très prudent parce que ce type de programme-là, on l'a vu en formation professionnelle, là,
formation de menuiserie, on payait les stages, etc. Là. Il faut être extrêmement prudent parce qu'il y a quelque chose de structurel qui change. De ton côté, Gilles, est-ce qu'il y a une autre nouvelle que tu veux partager? Bon, au-dessus celle de ce matin, c'est la question des garçons. Il y a un gros colloque qui s'en vient. J'en avais déjà glissé un mot le 10 juin sur toute la question du TDAH. Là, je vais participer à un panel. Là. C'est organisé par Sainte-Justine à Montréal, là, enseignants, pédopsychiatres, psychologues et autres. Et ça me ramène à un article là, qui a été publié dans le New York Times récemment. C'est d'un psychiatre américain en disant, c'est quoi qu'on veut dire exactement quand on parle de TDAH, là? On ne pourra pas continuer dans un environnement jusqu'à 25% des gars au secondaire ont déjà reçu un diagnostic de TDAH. Alors. Ça ne tient plus la route comme tel, même comme concept au niveau. Ça existe vraiment, mais c'est comme si le détecteur de fumée était détraqué ou est ultra sensible. Et il faudrait rappeler, l'article rappelait d'ailleurs que d'avoir des problèmes d'attention, ça peut être causé par beaucoup de choses et beaucoup de choses autres qu'un trouble neurologique développemental. En 2023-2024, c'est 23,9% des élèves du Québec qui ont été identifiés HDAA, donc handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, selon l'Office des personnes handicapées du Québec. Puis 78% de ces élèves-là, au public, mais fréquentent la classe ordinaire. Puis si on ajoute à ça les élèves vulnérables non codés, donc anxiété, TDAH non diagnostiqué, dyslexie repérée mais sans plan d'intervention, c'est près d'un enfant sur 3 qui est dans une classe ordinaire au Québec. Égide, une nouvelle enseignante qui sort du bac demain matin puis qui entre dans une 4e année de 26 élèves, est-ce qu'elle est prête à ça? Pas prête à ça. L'idée générale, parce que quand on met ça primaire, secondaire, l'idée générale, c'est que moi, j'enseigne au secondaire. Je viens de sortir de l'université. Même, j'ai eu beau faire des stages, surtout, j'espère les avoir fait en classe ordinaire d'école publique, là. Ouais. Je vais avoir un élève sur 3 en retard d'apprentissage avec des difficultés dans ma classe, dans mes 5 groupes dans chacun de mes 5 groupes de français. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin. J'ai un élève en difficulté de temps à autre dans ma classe. C'est une réalité des classes actuelles et le nombre de cours pour le type de formation accordée, surtout, entre autres, la question des problèmes de comportement, est nettement insuffisant. La gestion classe est un de leurs plus gros défis au quotidien. Gérer les comportements dérangeants, gérer ces 26 élèves-là qui ont des besoins différents. Puis là, est-ce qu'ils mettent un système d'émulation ou est-ce qu'ils vont par renforcement positif? Est-ce qu'ils ont le soutien de la direction? Est-ce qu'ils ont le soutien des parents? Tout ça est une surcharge très anxiogène pour les enseignants. C'est une surcharge et là, je vais peut-être te surprendre. Je t'en avais pas parlé auparavant. Là, on vient d'avoir les taux d'identification, le nombre de pourcentage d'élèves identifiés handicapés ou en difficulté en Ontario. Là, j'ai trouvé ça récemment. Bon. OK. Si j'enseigne de ce côté-ci de la rivière des Outaouais, j'ai un système scolaire identifié, surcodé, à peu près à 23-24% d'élèves globalement là, identifiés en difficulté. En Ontario, c'est 16. Wow, 8% d'écart. Et ça s'explique, entre autres, parce qu'en Ontario, j'ai peu d'écoles privées, puis l'ensemble de ma clientèle va en école ordinaire. Donc, c'est que mes proportions naturelles d'élèves en difficulté en Ontario, puis avec d'autres facteurs au niveau des services, ça sont plus dans le sens du monde, dans le sens où on répartit. Et moi, à cause des projets particuliers au Québec, puis à cause de l'école privée, j'ai une concentration d'élèves en difficulté dans mes écoles publiques ordinaires. Et ça, vaut mieux enseigner au Québec en ski-études que d'enseigner dans la première secondaire dans une école ordinaire. On en a parlé souvent ensemble, Égide, de la formation et des stages. Pour placer les gens en contexte, quand une enseignante gradue, elle va avoir passé à peu près 700 heures de stage en classe réelle. Donc, ils ont 4 stages généralement. Alors qu'un dentiste, pour prendre une comparaison que tu utilises souvent, c'est plus de 2000 heures de stage dans sa formation. Est-ce que la formation de nos futurs enseignants-enseignantes, elle est trop théorique et pas assez pratique? Elle a tendance à devenir de plus en plus pratique. Je regarde la plupart de nos nouveaux enseignants qui sortent de l'université, là, mettons qu'on a le bac, là, et même les formations courtes, entre autres le bac, je les mets en face d'un groupe de première année sur comment enseigner à lire à ces enfants-là. Normalement, ils vont bien s'en tirer. C'est lorsque j'ai des jeunes qui présentent des problèmes de comportement ou ce type de difficulté-là où ça commence à poser problème. Sur la question des stages et du nombre d'heures, je reviens encore avec la question de l'ordre professionnel. Ouais. J'ai une formation en enseignement, j'ai fait des stages. Par la suite, j'ai une obligation de par ma profession, si je suis en ordre professionnel, d'aller chercher un certain nombre d'heures de formation en fonction des besoins de formation que je peux avoir. Et ça, cette question-là, d'être capable d'encadrer la carrière, parce qu'on apprend toujours en cours de route. Là. On ne peut pas uniquement se baser sur ce qu'on a
eu à l'université, je continue à souhaiter, entre autres pour ceux qui ont une formation très courte, là, accélérant l'enseignement, je continue à dire que ça revient pas au syndicat ou au gouvernement de déterminer qui c'est qui est apte à continuer ou qui a reçu la formation. Ça prend un organisme totalement neutre où des enseignants eux-mêmes gèrent leur profession qui s'appelle enseignant. Parce que le temps qu'on continue, quand on continuera d'avoir, moi je suis un travailleur de l'enseignement comparativement à un professionnel d'enseignement, il y a une différence entre les deux. Là. Et ça, la différence joue entre autres au niveau de cette formation continue qu'on va chercher en cours de route. Une des demandes des enseignants et enseignantes, individuellement et via leur syndicat, ça parle souvent de valorisation de la profession. Mais actuellement, que ce soit les enseignants ou les orthopédagogues, puis j'ai une entrevue qu'on a fait avec Mathieu Labine-Degnaud, DG de l'Association des orthopédagogues du Québec, et j'encourage les gens à aller écouter, il y a 2 semaines environ, se doter d'un ordre professionnel qui encadre la profession, puis qui dit c'est quoi un enseignant, puis qu'est-ce qui n'est pas un enseignant, basé sur la formation et basé sur les actes posés, ça valorise la profession beaucoup plus que de dire ben, si tu as un secondaire 5, tu peux venir enseigner. Ou, ben, regarde, tu fais de l'orthopédagogie, mais c'est quoi, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est avec mes 16 élèves en même temps. Mais c'est plus de l'orthopédagogie. Mais quand tout ça passe seulement à travers le prisme des relations patronales syndicales, ben, le gouvernement va tordre le chiffon le plus possible pour avoir le plus possible. Puis l'enseignant a pas d'outils, ou l'orthopédagogue a pas d'outils pour se défendre face à la tâche qui n'est plus de l'enseignement ou qui n'est plus de l'orthopédagogie. Tu as fait raison. Et là, par rapport aux formations courtes, au lieu d'être un débat syndicat, centre de services scolaires, ministère, tu as un ordre professionnel des enseignants qui dit la proposition que fait l'université X d'une formation courte ne correspond pas aux standards de l'enseignement présent. Elle sera reconnue par l'ordre des enseignants qui donnera l'autorisation d'enseigner si elle ajoute toc, 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 toc. Donc là, on sortirait de cet éternel débat-là. Écoute, même par rapport à des situations disciplinaires, Bedford, là, ça a pris 1 an et demi, quasiment 2 ans avant de... C'était connu depuis longtemps des patrons. Oui, puis d'enlever l'autorisation d'enseigner alors que ça aurait pu se faire très, très rapidement par un ordre professionnel. Donc, un jour. Mais le dossier fait son chemin. Le dossier fait son chemin. Au niveau des formations écourtées, on en a parlé dans le bulletin de nouvelles. Donc, les récentes études ont montré que ça avait pas un impact positif sur la pénurie d'enseignants. Si tu avais 1 ou 2 mesures à mettre en place maintenant, disons qu'elles existent, ces formations courtes-là, qu'est-ce que tu ferais de plus ou de mieux pour essayer de bonifier l'impact de ces formations-là sur le réseau scolaire et la profession enseignante? Un peu comme je disais tout à l'heure, c'est l'insertion. J'ai vu des milieux ontariens très avancés là-dessus. C'est l'insertion de l'accompagnement des nouveaux enseignants. Donc, je vais t'en donner une mesure concrète. 15 août avec rémunération, parce que déjà, ils sont rémunérés sur 200 jours, les enseignants, mais 15 août avec rémunération, il y a un accueil comme tel qui se fait avec des enseignants en exercice d'expérience, puis mes nouveaux enseignants qui arrivent, soit au primaire ou au secondaire. Il y a 2 semaines, là. Même, puis il y a 2 semaines pour établir des contacts. C'est quoi les défis? On part ça comment une classe, là? Une classe de secondaire en début d'année, là, faut que j'aille l'air bien bête puis que j'exige. On fait ça comment, etc. Ouais. Donc, ça. Par la suite, il y a une nomination de tuteurs et d'accompagnateurs. Là. J'ai un parrain, moi, pendant mes 2 prochaines années. Puis le parrain, sans être trop exigeant, on peut le rémunérer pour ça s'il faut. Mais maintenant, je suis en train de préparer mon cours de tel sujet, de telle affaire en première, secondaire ou au primaire, ou j'ai des jeunes au primaire qui ont trouvé à lire. Et une rencontre, le parrainage, une forme de rencontre mensuelle, et 80% de la tâche. J'aimerais mieux ça que de commencer à 80% de la tâche. C'est ma première année. On le voit dans le milieu universitaire. Hein, souvent, les gens commencent à ça, 80%, 50% même des fois. Je commence dans l'emploi, j'ai besoin du temps pour faire ma préparation, etc. Il y a une culture aussi au Québec, puis dans beaucoup d'emplois, des fois syndiqués, de dire, ben regarde, prends ton trou pendant 5-10 ans, parce que tu sais, c'est les emplois les plus difficiles, c'est la précarité des classes, des tâches pour les premières années, mais c'est aussi des élèves à grands besoins qui sont côtoyés par ces enseignants, enseignantes-là, qui sont, on va leur donner là, bonne volonté, grand cœur, veulent bien faire, mais on leur donne les milieux les plus difficiles. Puis la culture derrière, c'est de dire, regarde, endure, nous on a enduré, c'est à ton tour. Quand tu auras plus d'ancienneté et d'expérience, tu pourras progresser. Avec Pourquoi la loi, ça au Québec? Avec la loi d'ancienneté qui te donne, parce que tu as une autre mesure avec la loi d'ancienneté qui te donne les groupes les plus difficiles. Ça, normalement, tu devras avoir avant d'aller... tu fais pas construire un pont par l'ingénieur qui commence. Normalement, c'est tes ingénieurs d'expérience qui vont. Jamais dans l'attribution des postes, l'élève n'est pris en compte. Oh, jamais. L'enseignant, l'enseignante, quelle information elle a? Elle a le nom de l'école,
elle a le niveau scolaire, puis si elle fait des recherches, elle peut avoir le nom de la direction, peut-être les collègues, mais là, ça prend beaucoup de recherches là, pour avoir cette information-là. Mais jamais on a le profil des élèves dans une classe. Donc, l'enseignante fait de son mieux pour choisir une classe où elle pense qu'elle va bien se sentir, peut-être assez proche de chez elle, que l'horaire lui convient, mais on pense pas à l'élève en faisant ça. Donc, à quel point cette formule-là sert l'élève, puis on s'entend, le réseau d'éducation doit servir l'élève, là. Ça ne doit pas servir le prof ou la direction. Tu fais référence à un portrait de classe. Et combien de parents, écoute, on se l'est dit, se l'est dit de temps à autre, mais combien de parents, puis c'est encore plus vrai pour les jeunes en difficulté, se sont dit, endure, ça va passer, l'année prochaine, tu auras quelqu'un qui va être mieux. Et Gilles, t'es directeur d'école demain matin dans une école, puis t'as disons, une trentaine d'enseignants et enseignantes, puis t'en as 2-3 nouveaux qui arrivent à la prochaine rentrée. Qu'est-ce que tu peux faire dans ton école, sans attendre le centre de service scolaire, sans attendre le ministère, pour mieux accompagner ces nouveaux diplômés-là dans leur profession? Si j'ai suffisamment de temps dans mon école primaire comme direction d'école, il y a une forme de soutien que je m'en vais leur donner. Et l'autre élément, c'est que je vais essayer de créer, comme je disais tantôt, des affinités entre mes profs d'expérience. J'ai 2 classes de première année. J'ai une fille qui commence, j'en ai une autre qui est là depuis 15 ans. Naturellement. Là, je vais essayer, je le faisais dans ma commission scolaire, moi. Je vais essayer de me grapiller des fonds de budget ici et là, de manière à être capable d'avoir des suppléances, de manière à ce qu'ils puissent au moins une journée par mois se retrouver toutes les deux filles ensemble, être capables de jaser comment ça va dans ta classe. Ne serait-ce que ça, en dehors du temps qui peut se faire naturellement durant une période de spécialité ou d'autres. Il y a cette question-là de parrainage. Et encore là, comme je disais tantôt, il y a, si je suis capable d'avoir un consensus d'équipe en disant, telle enseignante, elle garde au niveau de la surveillance de récréation, j'aime mieux qu'elle se garde du temps pour faire sa propre. Tu sais, elle commence dans le métier, donc je vais être en mesure de donner des marges de manœuvre. C'est probablement ce que je ferais. Puis un rôle que les directions d'école ont de plus en plus de misère à répondre ou à adopter, c'est le leadership pédagogique. Donc, il y a une surcharge de la tâche chez les directions. Puis je pense que les enseignants ont besoin d'un leadership pédagogique, ont besoin de soutien pédagogique. Ils ont aussi besoin d'un soutien humain. C'est une exigence d'avoir un brevet d'enseignement pour être direction d'école, hein? Oui. C'est une exigence. Donc, pourquoi qu'on a cette exigence-là? Justement, pour être en mesure de jouer un rôle, entre guillemets, de professionnel ou un rôle de suivi pédagogique. Et il y en a qui sont excellents là-dedans, là. Et il y en a d'autres. Puis il y en a aussi qui sont excellents comme gestionnaires en termes de qualité et de relations humaines. En terminant, Gilles, je vais te soumettre 2 idées. Dis-moi si t'es pour ou si t'es contre, ou si tu penses que c'est des bonnes idées pour à implanter au Québec pour mieux soutenir nos jeunes enseignants ou les étudiants en enseignement. Il y a un modèle suisse où c'est une alternance 2 jours en classe, 3 jours à l'université, ou 3 jours en classe, 2 jours à l'université. Donc, plutôt d'avoir des stages de 2, 3, 4 mois groupés, toute la formation, presque, est en mode alternance dans une même semaine. Est-ce que tu penses que ça bonifierait la formation? Moi, je vois pas de contre-indication à ça. Il faudra voir un peu ce que donner l'expérience suisse. Mais a priori, cette alternance, c'est de l'alternance école-travail ou université-travail. Normalement, ça doit avoir, c'est bien fait, ça doit avoir même au niveau de l'enseignant qui, moi, j'accueille un stagiaire dans ma classe, je l'ai le lundi, mardi, ou jour 1 ou jour 2, 3 jours à l'université, il revient. Je pense que ça pourrait très bien se faire. Il y a vraiment une valeur ajoutée, ce sera toujours la qualité de l'encadrement du stagiaire, la qualité du stagiaire lui-même. Et est-ce qu'on devrait, en terminant, rémunérer systématiquement les stages en enseignement? Oui, dans la mesure où la personne qui s'en va en enseignement a une crédibilité de faire carrière. Avec des taux d'abandon de 40 à 50 % au bac, là, avec des taux d'abandon, 30-35 % dans les premières années, si moi, gouvernement, je mets des sommes importantes pour payer les stages, puis ça fait ce que ça a fait au niveau de la formation professionnelle, là, courte ou d'autres choses du genre. On va être finalement, les gens ne se retrouvent pas dans la profession ou décrochent. Puis l'argent ne suffit pas pour avoir un bon stage, mais il faudrait quasiment que je fasse la démonstration. Que, regarde, sérieusement, là, je fais la démonstration que probablement qu'à 80-85 % je vais faire carrière en éducation. Sinon, moi, là, écoute, je me traîne, en échec ici, en échec là, je fais mes stages. Je rappelle toujours que c'est une profession qui commence à être bien payée enseignant. Sur la base d'un bac, là, 110 000 au maximum de l'échelle, sur 10 mois de présence à l'emploi, c'est une profession, c'est pas là qu'est le problème. Je suis d'accord. Et Gilles Royer, merci beaucoup. Plaisir. Christophe Allaire-Sévigny est sociologue et pédagogue. Il enseigne la sociologie au cégep de Sherbrooke depuis plusieurs années et c'est aussi un père de famille et le créateur du balado Distance sociale, carnet d'un sociologue ambulant. Cet automne, il publiait chez Luxe Éditeur son premier essai, Séparés mais égaux, enquête sur la ségrégation scolaire au Québec.
Christophe, bienvenue à cette semaine à l'école. Merci. Bonjour, Carlo. Tu enseignes au cégep depuis une dizaine d'années en sociologie. Donc, tu reçois beaucoup de jeunes de 17, 18, 19 ans qui sont passés par l'école primaire et secondaire, publique et privée. Qu'est-ce que tu vois dans tes classes qu'on ne voyait pas avant? Ouais. En fait, le projet aussi que culminait avec le livre, ça vient de mon expérience de père, bien entendu, mais aussi comme enseignant. Puis une des choses que j'avais remarqué à l'époque, c'est que pour enseigner la notion de groupe dans un cours d'initiation à la sociologie, je leur demandais de me faire la cartographie sociale de leur école, parce que l'école, c'est un des endroits où on peut étudier les groupes dans leur habitat naturel. Tu sais, il y a des tas de monde, puis il y a des logiques sociales derrière ces rassemblements-là. Et là, je donnais des exemples de mon époque. Là, je parlais des skaters qui fumaient la cigarette à l'extérieur. Puis les sportifs étaient à peu près là dans la place publique. Puis au sous-sol, il y avait des gens qui jouaient à Donjon Dragon. Tu sais, je faisais un peu des blagues, mais en même temps, je leur expliquais voici comment mon école était structurée socialement. Et là, quand ils me rendaient leurs travaux où on avait les discussions, tout d'un coup, eux, ils me parlaient en fait des programmes pédagogiques particuliers. Ils me disaient, dans mon école, il y a les PEI qui sont ici, il y a le sport-études qui se tient là, puis en bas, il y a le régulier. Il y a une hiérarchie. Et ça m'a beaucoup frappé comme enseignant et comme sociologue, parce que tout d'un coup, c'est comme si les groupes d'amis, les logiques sociales derrière les groupes d'amis s'étaient transformées et qu'il y avait il s'était institutionnalisé à travers le parcours scolaire. Moi, ça m'a beaucoup intéressé, inquiété un peu. Donc ça, c'est une chose. Puis une autre chose que j'observais aussi, c'est qu'il y a des différences assez importantes à l'arrivée au cégep chez les étudiants et les étudiantes en fonction des filières scolaires qu'ils ont desquels ils sont issus. C'est pas des différences en termes d'intelligence, c'est pas des différences en termes de passion, mais c'est beaucoup des différences en termes de méthode de travail. Quand on parle d'école à 3 vitesses, qui est quand même le sujet de ton livre, là, les écoles régulières, les écoles publiques régulières, publiques à projet particulier et les écoles privées, dans les statistiques québécoises, à peu près 60% des élèves qui vont au régulier, 21% au privé, puis un 19% dans des programmes sélectifs particuliers. Ces chiffres-là, qu'est-ce qu'ils cachent concrètement quand on se promène dans les écoles? Moi, l'expression école à 3 vitesses, je trouve que c'est une mauvaise expression. C'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. En même temps, je l'utilise parce que là, les gens comprennent de quoi on parle. Mais pour moi, c'est une expression qui est un peu malheureuse parce qu'elle masque, en fait, le véritable enjeu. Dans la littérature scientifique sur le sujet, il y a un concept qui s'appelle la ségrégation scolaire et qui nomme, à mon sens, beaucoup mieux la situation. La ségrégation, c'est quoi? C'est la séparation des élèves selon les différents critères socio-économiques. Et ça, cette séparation-là est assez bien établie par les faits, la science. Les élèves sont divisés dans 3, disons, filières distinctes qu'on appelle les 3 vitesses. Et cette séparation-là est en partie due à des écarts en termes économiques, culturels, sociaux. Ça, on sait ça. La séparation en tant que telle, c'est pas suffisant pour parler de ségrégation parce que sinon, on utiliserait le mot séparation, puis ça serait bien correct. La ségrégation, c'est lorsque cette séparation-là entraîne des conséquences négatives et des injustices et des formes d'exclusion particulières. Et c'est là que mon livre s'inscrit dans cette espèce de démonstration-là de voir que comment cette séparation-là des élèves selon le portefeuille des parents, leur diplôme, entraîne des conséquences négatives pour nos enfants. Elles entraînent des conséquences négatives particulièrement pour les élèves les moins favorisés, les plus vulnérables. Ça, c'est définitif. Dans mon livre, j'explore aussi comment ça entraîne des conséquences négatives pour les enseignants, pour les parents, mais aussi pour la société dans son ensemble. Mais une fois qu'on dit ça, cette ségrégation-là en termes d'impact négatif pour un élève donné ou une cohorte d'élèves donnés, ça veut dire quoi concrètement dans le cheminement de vie de ces jeunes-là? L'enjeu avec la ségrégation scolaire, c'est qu'il est arrivé 2 choses particulières, puis qui a affecté particulièrement la classe ordinaire, qu'on appelle la classe régulière. C'est que les logiques de concurrence entre le privé et le public ont transformé l'offre scolaire, a augmenté l'offre scolaire, donc les choix des parents les mieux nantis. Il y a eu un processus, j'aime pas le mot, mais c'est le mot qui est utilisé dans la littérature, d'écrémage, c'est le mot qu'on donne, l'écrémage scolaire. Donc les meilleurs sont partis de la classe ordinaire, c'est ça que ça veut dire. Paradoxalement, au même moment où on a ouvert la possibilité de cette concurrence-là qui a permis l'écrémage scolaire, au nom de l'équité, de la justice puis de l'inclusion, on a inclus dans la classe ordinaire des élèves qui étaient auparavant exclus et qui étaient dans des classes particulières. Il y avait un cheminement particulier ou d'adaptation scolaire. Donc là, la classe ordinaire d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la classe ordinaire quand j'étais jeune. Et là, ce qu'on sait, c'est que là, ça a été mesuré déjà en 2014, il y avait une étude au Québec qui était sortie, qui montrait qu'un élève semblable
il fait des tests sur des tests standardisés en mathématiques, s'il fait son test, s'il il a appris dans la classe ordinaire ou dans un programme sélectif, il n'y aura pas la même note au final. Donc, notre classe ordinaire, c'est-à-dire là où l'État envoie nos enfants avec le code postal, c'est un endroit qui tire nos enfants vers le bas. Et ça c'est une des premières conséquences, c'est que ça a un effet négatif sur les résultats des élèves de la classe ordinaire. Et là, ça, par extension, ça entraîne des inégalités d'accès aux études supérieures. Vous pouvez vous en douter, au cégep et à l'université. Donc, ça, c'est un des premiers. Et là, moi, dans mon livre, j'explore aussi des conséquences qui sont beaucoup plus liées à la question de la stigmatisation et de l'exclusion, parce que là, cette identité-là d'élèves réguliers dans le système scolaire actuel, c'est une étiquette dévalorisante. C'est dévalorisé d'être au régulier. Être au régulier, c'est être là qui est la punition des élèves bons. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais au privé ou dans les programmes sélectifs, ça fonctionne comme le bâton puis la carotte. Hein? La carotte, c'est de dire à nos enfants, « Hey, vous êtes bons, vous avez été sélectionnés, vous êtes les meilleurs, vous êtes l'élite de demain. » C'est ça, on entend ça dans des programmes. Le bâton, c'est que si tu ne fais pas l'affaire, mon ami, tu vas descendre au régulier. Et donc, ça, c'est particulier parce que c'est comme un dispositif disciplinaire pour les élèves favorisés, mais ça crée une identité absolument terrible pour les élèves du régulier, vous comprenez? Oui, absolument. Donc ça s'ajoute. Et là, il vient des conséquences aussi pour les profs, on pourra en parler, pour les parents, bien entendu, et aussi pour la société québécoise dans son ensemble, parce que la fonction de l'école, c'est pas juste de permettre aux élèves de réussir des tests de mathématiques, c'est aussi de favoriser la socialisation, l'inclusion, le vivre ensemble, le développement d'habiletés sociales pour nous permettre de faire société. Et là, présentement, l'école contribue beaucoup plus à une solidarité d'un entre-soi de gens qui se ressemblent au point de départ et qui vient comme renforcer ces inégalités-là et ces divisions-là au lieu de les remettre en question, comme c'était le cas lorsque moi j'étais jeune. Parce que moi, j'ai hérité d'un système scolaire au sortir de la Révolution tranquille qui avait des visées qui étaient justement des visées de cohésion sociale. Qui sont encore inscrites dans la loi sur l'instruction publique, mais qu'on semble avoir perdu de vue. Il y a la cohésion sociale, puis il y a aussi, dis-moi si tu es d'accord, l'élévation sociale. Ce qu'on veut, c'est que le système, peu importe notre point de départ, puisse nous amener à notre point d'arrivée idéal individuel. Mais quand on fait cette sélection-là, cet écrémage-là, ou même ce tri par revenu parental ou par note, mais probablement qu'on entrave l'élévation sociale assurément, d'un grand bassin d'élèves. Et c'est pour ça que Guy Rocher, que j'ai eu la chance d'interviewer à la toute fin de sa vie pour l'écriture de mon livre, parlait d'une trahison. Le système scolaire actuel est une trahison des idéaux de la Révolution tranquille. Il me disait, on retourne aux logiques de la grande noirceur. C'est-à-dire que l'origine sociale d'un élève va peser de plus en plus lourd sur sa trajectoire de vie et ses perspectives. Alors que c'était tout le contraire, la Révolution tranquille. C'était de dire, peu importe ton origine sociale, le job de l'école, c'est pas d'éliminer les inégalités. Elles existent, les inégalités. Mais c'est de s'assurer que ces inégalités-là de départ puissent quand même permettre aux gens de développer leur plein potentiel. Ça devrait être ça la mesure de réussite de notre école. Est-ce qu'elle permet le développement du plein potentiel? Puis il y en a pour certains que ça va être de devenir médecin, puis il y en a d'autres que ça va être de devenir préposé aux bénéficiaires. Peu importe, mais ça devrait jamais être un verdict social quand tu es en 4e année puis tu réussis pas les examens d'admission ou que tu n'as pas des notes suffisantes pour rentrer à l'école privée ou dans un programme sélectif. Ouais. Tu as nommé 4e année, il y a eu des cas dans les médias, il y a eu des cas en maternelle ou pré-maternelle aussi, là, une forme de sélection pour des pseudo-programmes internationaux publics, là, ce qui n'a pas d'allure. Là. Ben non, puis les parents le vivent. Là. Si tu parles à des parents qui ont des élèves en 4e, 5e, 6e année, là, c'est la discussion principale, c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire avec eux pour le secondaire. Puis là, c'est le stress de bien les placer. C'est un stress qui est amplifié par les marchés scolaires, mais qui est quand même un fond de vérité. Là. On est comme pogné un peu avec ce système-là. Mais il y a une angoisse parentale qui est exacerbée par rapport à ça. Christophe, j'ai lu ton livre. Il y a énormément de témoignages dans ton livre de parents, d'élèves, de personnel scolaire. Est-ce qu'il y a un témoignage qui t'a plus bouleversé que les autres? L'histoire du jeune Simon, ça m'a beaucoup bouleversé. Je ne sais pas si tu veux, je la résume rapidement. Simon, c'est un jeune qui allait à l'école de quartier dans le programme régulier, vient d'une famille monoparentale, sa mère a beaucoup d'argent. Puis c'est une école public, mais qu'il y a des programmes sportifs qui sont vraiment mis de l'avant là, dans l'école de sport-études. Et très tôt dans son développement, très tôt à l'arrivée de l'école, il y avait déjà une espèce de clivage vraiment, vraiment important que lui appelait la rivalité entre les réguliers et le sport-études. Puis il y avait vraiment des différences énormes.
Il y avait des bêtises qui se criaient d'un bord et de l'autre. Les gens ne se côtoyaient pas au quotidien, étaient séparés. Et il a essayé de changer les choses. Il voyait qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Ils ont, par toutes sortes de moyens, dont une espèce de page Facebook de journalisme dans laquelle il écrivait, la rivalité, le problème à notre école, c'est que les sports-études et les réguliers ne se côtoient pas dans leur classe, puis on ne se connaît pas, puis là, ça exacerbe la violence. Il y avait déjà une vision, il y avait 15 ans. Et bien sûr, bon, les choses n'ont pas changé dans l'école. Et à la fin, en secondaire 5, lui et des amis ont fait une chanson de rap qui ridiculisait les sports-études parce qu'ils étaient un peu tannés de subir les stigmates d'être les pauvres de l'école, les réguliers. Puis ils ont fait une chanson et là, la chanson est devenue virale. Et les parents, bien sûr, des élèves de sport-études ont été très, très, très choqués de la chanson. On riait de leur bas blanc dans leurs sandales. Et le jeune en question, Simon, s'est fait mettre dehors de l'école en secondaire 5, à la toute fin de son secondaire 5. Et moi, ce qui me touche dans cette histoire-là, c'est que quand on relit ce qu'il disait à 15 ans, cet enfant-là, cet adolescent-là, il dit des choses qu'un an plus tard, le Conseil supérieur de l'éducation va sortir dans son fameux rapport en 2016 sur le problème des injustices à l'école. Et donc, Simon, il a été traité en délinquant, mais c'était un lanceur d'alerte. Là. Si on lit là, ce qu'il disait, c'est exactement les recommandations. C'était le témoin d'une réalité qui était là. Puis il savait que l'enjeu, c'était l'enjeu de la mixité. Il savait déjà ça à 15 ans. Et donc, moi, ça m'a beaucoup bouleversé comme histoire. Et pour la petite anecdote, Simon il fait éventuellement un retour aux études. Et il est terminé aujourd'hui, ou en tout cas presque dans les semaines que nous sommes. Il a fini son bac en enseignement. Il enseigne maintenant au secondaire. Wow, bravo à lui. Ah oui, puis il m'expliquait qu'il était rentré d'abord par vengeance pour devenir enseignant, puis que ça s'est transformé en un projet vraiment de vouloir soutenir les élèves qui ont plus de difficultés dans ce système-là, puis de contribuer comme enseignant à cette expérience riche qu'il y a eu quand même. Et je pense que la stat, c'est 15% des jeunes qui sortent du public vont aller à l'université. À l'université, c'est les statistiques qu'on a, c'est ça, ouais. Donc, s'il y a seulement 15% qui viennent du public, ben, il y a 85%. Puis si on répartit ça de façon moyenne dans tous les programmes, ben, ça fait que 85% des diplômés en enseignement sont issus du privé puis du public. Les diplômés universitaires, dont l'enseignement, mais c'est le cas aussi pour les médecins, les avocats, les journalistes, les politiciennes. C'est ça. Là. Et ça, c'est inquiétant pour une société comme le Québec, qui est une petite société francophone au nord de l'Amérique, qui s'est construite beaucoup dans un projet d'émancipation individuelle et collective autour de la question de l'école. Tu sais. Moi, ma grand-mère a lâché l'école dès qu'elle a pu, à 14 ans, puis elle a commencé à travailler à l'usine. Là. Mais ma mère a eu accès, elle, au cégep pour devenir infirmière, puis moi, j'ai eu accès à l'université. Ça, c'est l'histoire un peu du peuple québécois. Tu sais. Mais c'est quoi? Moi, j'ai la même histoire. Ma mère, moi, a lâché l'école en 14 ans pour travailler dans des usines. Mon père est un immigrant italien qui est arrivé ici à 19 ans, travaillé dans des usines toute sa vie. Et je suis allé à l'université. Donc, il y a ce cheminement-là qu'on souhaite. Un monde de possibilités. Là. Tout à fait. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que là, au cours du développement du marché scolaire puis de la ségrégation scolaire au cours des 25-30 dernières années, ce qui risque d'arriver, c'est que ça devient de moins en moins possible. Et ça, c'est inquiétant. Ouais. Terminons avec les enseignants, le personnel scolaire. Évidemment, ça crée une surcharge sur la classe régulière. Donc, le nombre d'élèves avec des plans d'intervention a explosé dans les dernières années. Le nombre de dépistages, diagnostics et médications liés au TDAH a explosé à des taux non vus ailleurs en Amérique du Nord. Là, c'est inquiétant. Ça surcharge la classe régulière. Mais en quoi la ségrégation scolaire ou l'écrémage ou tous les termes qu'on pourrait utiliser, en quoi ça nuit autant au bien-être des enseignants dans leur travail? En concentrant les élèves qui ont des difficultés dans la classe ordinaire, en faisant en sorte que les enseignants qui sortent de l'université se retrouvent majoritairement enseignés dans cette classe-là, puis n'ayant pas des ressources qui ont suivi pour l'accompagnement des élèves qui ont des difficultés, bien là, on crée une espèce de recette pour un désastre. C'est une traduction de Recipe for Disaster. Parce qu'on se retrouve, puis les enseignants, les profs qui sont, justement, les étudiants dans les facultés d'éducation présentement, eux, ils apprennent à faire de la différenciation pédagogique puis à enseigner dans des classes, tu sais, théoriquement relativement hétérogènes, mais ils se retrouvent dans des classes qui sont parfois quasiment des classes d'adaptation scolaire, alors que c'est pas pour ça qu'ils ont été formés. Donc ça, c'est un des enjeux. Puis on sait, là, la recherche l'a quand même démontré que le sentiment de compétence, c'est très, très, très important en début de carrière, c'est d'avoir le sentiment qu'on réussit à faire notre travail.
Et là, les conditions d'enseignement dans la classe régulière, disons, les conditions ne sont pas réunies pour se sentir compétent. Et alors que les exigences en termes de programme d'éducation, d'examen du ministère sont les mêmes. Là. On s'entend. Donc, les attentes sont les mêmes, mais les conditions d'enseignement sont vraiment, vraiment pas pareilles. Il y avait un enseignant qui me disait, tu connais-tu une firme d'ingénieurs, toi, qui envoie son ingénieur junior gérer la construction du pont le plus difficile? Il n'y a aucune firme d'ingénieurs qui fait ça. En éducation, c'est ça qu'on fait. Trouvez l'erreur. Donc, l'école québécoise est comme tombée sur la tête, en fait. Ça, c'est un des effets du marché scolaire, c'est qu'on envoie les élèves qui ont le plus de difficultés là où c'est le plus difficile d'apprendre. Puis on envoie les enseignants qui ont le moins d'expérience enseigner là où c'est le plus difficile d'enseigner. Puis après ça, on se demande qu'est-ce qui marche pas. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a un début de réponse ici. Christophe Allaire-Sévigny, merci beaucoup. Merci à toi. Si je retiens une chose de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas un problème d'enseignantes et d'enseignants. On a un problème de courage politique. Le courage de mieux former nos enseignants, de mieux les encadrer et de moins trier les élèves. Puis en même temps, il faut nommer ce qu'on fait au Québec. Égide Royer et Christophe Allaire-Sévigny l'ont nommé aujourd'hui et c'est à nous de continuer cette réflexion-là. Si vous êtes dans une école cette semaine, prenez 5-10 minutes avec une enseignante débutante de votre école. Pas pour la conseiller, mais pour l'écouter. C'est par là que la solidarité professionnelle commence. C'est par là aussi que le système change, une personne à la fois, une classe à la fois. Et pour les parents, l'écoute, un bon mot, une belle parole, ça fait toujours chaud au cœur pour les enseignants. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à nos chaînes YouTube, à nos chaînes Balado et à notre infolette au grandpossible.com/balado. Prenez soin de vous, prenez soin de vos collègues qui débutent et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.